Ok, bon, il me semble quand même que l'objectif qu'on a cet après-midi, aujourd'hui, c'est d'essayer de fédérer un petit peu notre propre peuple. Ça n'est pas d'insister sur tel ou tel point de clivage. Parce que si on veut ratisser large, entre guillemets, c'est peut-être pas forcément comme ça qu'il faut s'y prendre. Alors moi je vais faire une petite dernière intervention sur 4 ou 5 points qui me paraissent devoir fédérer le maximum de gens possible dans ce pays qui est en triste état de fragmentation. Et notre objectif c'est au contraire d'essayer de l'unifier. Alors il m'est apparu qu'il y avait, comme à vous, sûrement 5 ou 6 thèmes qui nous regroupent. On a fait qu'en débattre aujourd'hui. Premièrement, la souveraineté du peuple. Je pense que c'est ça l'essentiel, puisque c'est ça qu'on est en train de perdre. La souveraineté du peuple et est souverain, ne peut être que souverain, le peuple lui-même. Bon, organisé, comme l'a dit André ce matin, en forme de démos. Bon. Ça, c'est ce qui me semble essentiel. Parce que sans souveraineté, nous n'existons pas. Bon, et je pense que c'est fédérateur, ça, comme thème. Bon, le deuxième point, c'est la question de l'État. Bon, on en a parlé, je ne reviens pas là-dessus. Mais on ne construira rien dans ce pays si on n'a pas un État républicain et démocratique et national. Appuyé sur la nation. Bon. Et ça pose directement la question de l'Union européenne. Voilà. Et je pense que les notions de peuple européen, les notions de souveraineté européenne, sont des concepts qui n'ont pas d'opérationnalité politique. Donc, il faut s'appuyer sur l'État. Voilà. Tiens, entre parenthèses, pour ceux qui ne le sauraient pas, on dit toujours que Marx est pour la suppression de l'État. Vous savez, le fameux dépérissement de l'État. Eh ben, si vous lisez la critique des programmes de Gotha, vous vous apercevez que c'est le premier keynésien, 50 ans avant Keynes. 40 ans avant Keynes. D'accord ? Et l'État doit avoir un rôle tout à fait essentiel dans la future démocratie que nous souhaitons. Bon, le troisième point, c'est quel type de démocratie nous voulons. Je l'ai déjà dit ce matin, j'y reviens pas. Hein, mais je ne pense pas qu'il faille que nous nous contentions de prolonger le système représentatif d'aujourd'hui. Je pense qu'on peut formuler des propositions de nouvelles institutions pour essayer de déprofessionnaliser la politique et pour essayer effectivement d'obtenir une démocratie plus délibérative qu'aujourd'hui. Et donc, ça sera un de mes points de divergence avec effectivement un de nos intervenants. Moi, je suis au contraire pour pousser en avant tout ce qui est assemblée populaire. Parce qu'il faut que le peuple débatte. Pas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Tout de suite. Tout de suite. Et il en est tout à fait capable. Bon, un quatrième point qui me paraît aussi important, je me mélange chez Pinceau, excusez-moi, c'est troisième, quatrième, peu importe. Bon, quatrième point, je crois, on n'en a pas parlé aujourd'hui. En France, nous avons l'immense privilège d'avoir une expérience inégalée dans le monde, c'est celle de la planification indicative. Et ça, personne n'en a parlé, tout le monde l'a mis au placard. Depuis Giscard, on s'est vertu de la détruire, c'est déjà fait largement d'ailleurs. Vous savez qu'il y a un commissariat général au plan, mais qui ne sert à rien, qui ne sert à strictement rien. Or, je rappelle quand même que si la France s'est relevée après des ruines de 45, c'est grâce à la planification indicative, c'est pas le Gosplan, hein. Planification indicative, avec des commissions où toutes les forces vives de la nation sont représentées, etc., etc. Eh bien, je pense que si on veut réindustrialiser notre pays, on aura besoin d'une planification indicative à la française. Vous savez ce que ça veut dire, ça, planification indicative à la française? Ça veut dire que le commissariat général au plan a priorité sur les ministres. Voilà. A priorité sur les ministres. Et ça, vous savez de qui ça vient? Ça vient du général de Gaulle. Donc on ne peut pas nous dire que c'est du bolchevisme. D'accord?
Bon, et comment ça se fait que la France a réussi à se relever? C'est parce que nous avions ça, et parce que nous avions une Banque de France nationale, et parce que nous avions un circuit du Trésor qui faisait des avances, d'accord? Chose qu'on ne peut plus faire depuis l'euro, comme vous le savez, et depuis la Banque Centrale Européenne. Depuis le 3 janvier 73. Tout à fait, aussi. La grande philosophie. Bien, alors le cinquième, j'arrête là-dessus, je ne veux pas être trop long. Oui, ça passe aussi par l'abolition naturellement, ou en tout cas la réglementation et le contrôle de la liberté de circulation des capitaux, comme vous le savez, puisqu'aujourd'hui les capitaux circulent comme ils veulent, à la vitesse de la lumière. Et le dernier point que j'évoquerai, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, je reviens à Jaurès. Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramène. Parce que autant nous sommes pour l'État-nation, autant nous sommes pour la nation, au sens de 92, et de 71, et de 41, la création du CNR. Autant nous disons que on n'est pas fait pour être en autarcie. Bon, et je considère que, finalement, même si vous examinez l'UE actuelle, quelles sont les plus grandes réussites de l'UE? Ben, c'était du temps où il y avait une coopération interétatique. Airbus, Erasmus, l'espace, et j'en oublie sûrement. Qu'est-ce qui a été fait depuis l'UE, depuis l'euro, par exemple, ou depuis l'élargissement de l'UE? Sinon, ben justement, l'austérité, le chômage, et désormais la guerre. Bon, donc je pense que l'internationalisme, c'est-à-dire la coopération interétatique, s'impose, et c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on mette en avant dans un monde, on n'en a pas parlé aussi assez, mais ce n'était pas le thème, dans un monde qui se désoccidentalise et qui devient un monde multipolaire. Donc voilà, il me semble, un certain nombre de points sur lesquels on pourrait fédérer les choses et les gens, le peuple français. Et pour finir, je dirais que, et pour terminer, illustrer un petit peu, moi je ne peux pas être d'accord sur le fait qu'on exclue tel ou tel parti, quel qu'il soit. Parce que moi je ne m'adresse pas aux partis et aux dirigeants de partis. Je pense qu'il faut que nous nous adressions au peuple. Et qu'on le veuille ou pas, eh ben vous avez 25 ou 30% des gens qui votent pour le RN, vous en avez eu 19, je crois, aux anciennes présidentielles, aux dernières présidentielles, qui ont voté LFI, etc. Bon, nous on s'en fout des directions politiques. Ce qu'on veut, c'est toucher le peuple. Et il faut qu'on soit le plus fédérateur possible. Voilà. Et pour terminer, sur les partis politiques, c'est ma dernière phrase. Je ne suis pas du tout d'accord non plus avec. Je ne suis pas du tout d'accord aussi, et ne croyez pas que je défends la politique. Hein. Bon, je ne suis pas du tout d'accord pour, dirais-je, se taper sur les partis politiques, parce que expliquez-moi comment le peuple va s'exprimer et comment le peuple va mettre en œuvre sa souveraineté s'il n'a pas la possibilité, s'il n'a pas à sa disposition la liberté de création des partis politiques. Par contre, ce qu'il faut, ben, ça aussi, on n'a pas besoin d'inventer l'eau tiède. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Je ne suis pas un admirateur forcené de ce qui se passe en Allemagne, hein. Bon. Mais parfois il y a des bonnes choses. Eh bien, vous avez une loi qui s'appelle l'Parteiengesetz, qui est une loi de réglementation des partis politiques sur le financement, sur la démocratie, sur les congrès, sur le statut des élus, sur tout un tas de choses, la durée des mandats, etc., etc. Pourquoi ne pas faire la même chose ici? Et ainsi, nous aurons des organisations politiques qui seront encadrées, qui ne pourront plus faire ce qu'elles veulent. J'ai terminé. Non, encore.